Bonjour, bienvenue au Parlement européen pour débattre COP23, 23e conférence des parties sur les changements climatiques. Alors, elle se déroule en ce moment même sur le vieux continent à Bonn, en Allemagne, et jusqu'au 17 novembre, en présence de 196 pays. On attend aussi 20 000 participants, délégués des collectivités, des entreprises, aussi quelques chefs d'État, l'Allemande, bien sûr, Angela Merkel, Français Emmanuel Macron. Est-ce à dire pour autant, alors que nous sommes entrés dans l'ère trumpiste climato-sceptique, que les 28 luttent pied à pied contre le réchauffement climatique? S'ils se sont fixés des objectifs ambitieux sur les renouvelables, les émissions de CO2, en coulisses, les Européens restent divisés avec des pays de l'Est, notamment addicts au charbon, comme la Pologne, prochaine organisatrice de la COP24. Alors, nous allons en parler aujourd'hui avec Gilles Pargnot, bonjour, député européen des socialistes et démocrates. Vous êtes face à Christian Preda, bonjour, député européen, vous du Parti populaire européen qui nous vient de Roumanie. On va parler aussi des ambitions climatiques de votre pays. Et puis avec nous aujourd'hui, la porte-parole de Greenpeace Belgique, l'ONG bien sûr bien connue, Juliette Boulet. Alors, première question, véritablement, on a vu que cette administration Trump, qui est désormais en effet totalement active sur la question climatique, et des plus sceptiques, est-ce que ça a démobilisé d'une certaine façon aussi les Européens ? Oui, il y a une démobilisation que l'on doit malheureusement constater depuis la COP21 et cet accord historique de Paris en décembre 2015. Et cette démobilisation est non pas seulement liée à cette attitude climato-sceptique de Donald Trump, mais elle est aussi liée malheureusement à des attitudes climato-sceptiques d'un certain nombre de pays membres de l'Union européenne. Et, nommez-les. On va les nommer, donc c'est la Pologne notamment, comme vous l'avez indiqué dans votre propos liminaire, mais d'autres également, qui ont envie d'avoir à nouveau recours au charbon pour pouvoir... C'est l'Est qui est toujours pointé du doigt, à raison ou à tort, Christian Preda? C'est vrai que l'intérêt pour l'environnement à l'Est est moins marqué. On n'a pas, par exemple, des partis écolos qui soient représentés au Parlement dans les ex-pays d'Europe centrale et orientale. Mais du point de vue des engagements, par exemple, mon pays, il est sur la ligne de ce qu'on a décidé à Paris il y a 2 ans. Est-ce que finalement on est venu à bout des accords de Paris par ce détachement américain, ou est-ce qu'au contraire, mais est-ce que quand même le climat n'est pas aussi bon et n'est pas aussi enthousiaste ? Alors en tout cas, dans les actes, peu après la déclaration de Trump, il y a eu quand même une volonté de réaffirmer la nécessité d'implémenter l'accord de Paris, de rester sous une augmentation globale de la température à 1,5 degré. Ça a été positif, il y a eu des engagements forts qui ont été pris. Maintenant, bien entendu, on sait qu'il y a des tergiversations fortes à l'intérieur du groupe de l'Union européenne qui faisaient quand même partie de ce qu'on appelle le High Level Ambition Coalition durant les négociations à Paris. Et donc, il faut absolument que ça reste comme cela. On voit dans le dernier rapport de l'Union européenne que malheureusement, il y a encore des pays qui sont à la traîne, qui n'atteindront pas des objectifs que l'Union européenne s'était fixés pour 2030 et qui sont déjà insuffisants au regard de l'accord de Paris. Lesquels en particulier? Et donc, il y a notamment la Belgique, malheureusement, il y a l'Irlande, il y a l'Autriche, le Luxembourg et le Danemark. C'est les 5 pays du peloton final, malheureusement. Et donc, ce ne sont pas spécialement des pays de l'Est, effectivement, qui ont quand même, malheureusement, des secteurs énergétiques beaucoup trop basés sur un système qu'on appelle du base load et du charbon. Alors, justement, pour poser les bases de ce débat, je vous propose tout de suite de regarder ce reportage sur l'ouverture de cette COP23 avec des ONG qu'on entendait aussi beaucoup à cette occasion. Reportage. Bienvenue à la COP23. Ces militants ont déployé leurs banderoles au bord de ce gigantesque cratère de la mine de charbon à ciel ouvert de Hambach. Ils avaient auparavant joué au chat et à la souris avec la police pour parvenir à leur objectif. Le changement climatique doit être stoppé. Les gens meurent à cause de l'excavation minière et je ne peux pas l'accepter. Avec leur action sur un lieu de forte émission de CO2, les activistes écologistes veulent dénoncer une certaine hypocrisie des autorités, alors que s'ouvre la COP23 à une 50aine de kilomètres plus à l'est. Cette nouvelle conférence climat se tient à Bonn jusqu'au 17 novembre. Et pour la première fois, elle est présidée par le dirigeant d'un petit État insulaire très menacé par le réchauffement climatique, le Premier ministre fidjien. Nous apportons le message des Fidji et du Pacifique et des nations vulnérables dans le monde pour dire
Ça suffit. 2 ans après l'accord de Paris, il s'agit désormais d'avancer sur les règles de son application, mais aussi de réfléchir à de nouvelles actions. Car les engagements de réduction de gaz à effet de serre sont jusqu'ici insuffisants pour rester en dessous des 2 degrés de réchauffement. L'ensemble des participants s'accordent pour essayer d'aller plus loin, malgré la volonté des États-Unis de se désengager de l'accord de Paris. Alors, on a vu ces ONG, Gilles Pargnaud, qui à la fois trouvaient qu'il y avait beaucoup de déplacements et beaucoup de CO2 qui étaient produits à l'occasion de cette COP 23, déjà d'une part à Bonn. Mais plus intéressant, ils ont aussi lancé dans les 28 pays de l'Union européenne Europe Beyond Coal, c'est-à-dire il est temps de sortir du charbon. Oui. Est-ce que véritablement, ça c'est un objectif bien réel de l'Union européenne ? Oui, donc c'est pour ça que... Quand on parlait des pays de l'Est en particulier. Ces ONG ont raison de tirer la sonnette d'alarme, car il y a urgence maintenant. Nous n'arriverons pas à respecter cet objectif de non-augmentation de la température mondiale à 1,5 degré d'ici à 2050, comme ça a été prévu à Paris. Et comme vous l'avez dit fort justement, un certain nombre de pays, et non des moindres, ne respectent pas non plus leurs objectifs de départ. Donc moi j'ai... Au même moment, l'État organisateur, l'Allemagne, vient d'annoncer une loi pour éliminer les centrales à charbon sur son territoire d'ici 2030. Il était grand temps parce que c'était eux qui étaient à la traîne, notamment en matière d'industrie charbonnière. Ils ont l'air d'être les plus ambitieux maintenant. Oui. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on organise cette nouvelle COP en Allemagne, mais ce n'est pas l'Allemagne qui préside, c'est le Fidji. Ouais. Le Fidji qui a souffert énormément. Ce seront les premiers. Voilà. À être victimes de ce réchauffement climatique. Et donc on essaie quand même, moi je vois plutôt ce mouvement de solidarité au sein de l'Europe et une certaine ambition. Moi je ne serais pas trop sceptique sur le moment-là. Donc bon, parfois ça va donner comme résultat aussi un anti-américanisme. De nouveau, c'est pas quelque chose... malheureusement, Christian, je trouve qu'on va avoir affaire à un sommet de technocrates et qu'on manque de souffle politique. On l'a eu à Paris, on ne l'a pas eu complètement à Marrakech en 2016. Moi, j'avais participé à la COP 15 à Copenhague en 2009, où là, on devait avoir normalement des décisions prises. Ça n'avait pas été le cas. Donc, on a trop tardé. Et là, je vois en 2 ans, 2015-2017, que là encore, on tergiverse. Sachant que le prochain organisateur, attention, de la COP 24, c'est la Pologne. Ouais. La Pologne qui, effectivement, freine des 4 fers sur tous les dossiers du climat, c'est-à-dire le marché carbone, les objectifs à long terme sur les renouvelables et bien sûr sur les CO2, puisqu'ils carburent au charbon complètement. Et ça, c'est une inquiétude quand même. C'est une inquiétude, bien entendu. C'est pour ça que cette COP-ci est importante aussi de définir les mécanismes et les outils pour que les contributions nationales soient ambitieuses et se concrétisent réellement. Parce que maintenant, il y a eu les paroles fortes à la COP 21. Il faudra des actes très forts pour la COP prochaine. Et donc, c'est là vraiment qu'on va devoir implémenter les contributions nationales. Et il ne faut pas non plus négliger la responsabilité de la Commission européenne aussi, qui est en train de travailler à une nouvelle directive sur les énergies renouvelables, à ce qu'on appelle aussi le Winter Package. Et donc là aussi, il y a des ambitions qui sont nécessaires, qui doivent répondre aux attentes des citoyens européens, qui eux sont beaucoup, pour une grande majorité, convaincus de la nécessité de faire face au réchauffement de la planète et qui en plus que jamais aujourd'hui, nous avons les technologies, notamment renouvelables. Mais là, on n'a pas les fonds parce qu'il y a eu plein aussi. C'est une question de gros sous aussi, Monsieur Preda. Il n'y a pas eu de mobilisation sur les fameux fonds verts, la finance climat. De dollars par an à compter de 2020. On en est encore loin et on est en 2017. Quand on arrive à la question de l'argent, on voit beaucoup de réticences. Mais laissez-moi dire aussi, c'est le fait que la Pologne va accueillir l'année prochaine, la prochaine COP. Katowice, c'est une ville où les mines, c'est fini. Il y a là un magnifique musée d'art qui est organisé justement sur le site qui était celui d'une mine. Donc les Polonais, c'est très astucieux le choix, c'est parce qu'ils vont montrer qu'eux aussi, ils ont trouvé des solutions. Alors, en France, on va quand même réorganiser en fait un sommet destiné à remobiliser, jour pour jour après la COP 21, le 12 décembre, à la scène musicale. Et donc, pourquoi est-ce que brusquement le gouvernement français se dit « Oh là là, il faut marquer le coup » C'est parce qu'il y a urgence qu'à nouveau, on remette la politique au cœur de
ce projet de lutte contre les changements climatiques. Et là, je pense qu'il a raison, Emmanuel Macron, avec Nicolas Hulot, de faire en sorte que ce sommet ne soit pas seulement, comme malheureusement on va le constater à Bonn, un sommet des technocrates, mais qu'à nouveau, les politiques s'emparent. Il a raison avec Nicolas Hulot aussi de finalement renoncer à l'objectif 2025 pour supprimer toutes les centrales et donc renoncer à la loi de transition énergétique pour la production d'électricité en France, la part du nucléaire. Il s'agit de reporter à 2030 ou 2035. C'est l'annonce faite par Nicolas Hulot. Je pense qu'il s'agit là d'un c'est propre, le nucléaire, c'est propre. Voilà. On n'est pas dans les émissions de gaz à effet de serre. Après, il peut y avoir des contestations par rapport au nucléaire avec les conséquences que cela peut avoir sur l'enfouissement, mais on reste toujours sur cet objectif que le mix énergétique, c'est 50% d'industrie nucléaire en France. Alors, votre voisine n'est pas aussi contente d'Emmanuel Macron que vous, apparemment. Ce n'est pas une technologie d'avenir. Le nucléaire n'est pas propre. Il génère des déchets, il génère énormément de gouffres financiers. On sait que EDF est partiellement et virtuellement en faillite depuis très longtemps. Et surtout, il a été mis en évidence, notamment par le régulateur belge, qu'une énergie non flexible telle que le nucléaire bloque systématiquement le développement des renouvelables sur le réseau électrique. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de développer massivement les énergies renouvelables partout dans l'Europe, de les interconnecter entre elles, parce que comme ça, on aura un réseau électrique propre et basé sur des énergies vertes. En même temps, ça a un coût. Et le coût qu'on doit payer annuellement, c'est fou. Donc le business model des énergies renouvelables ne fait que baisser. Oui, est-ce que vous avez le sentiment que finalement la Commission européenne, qui est censée donner une impulsion dans son plan, par exemple, de financement de nouvelles infrastructures, son grand plan d'investissement, est-ce qu'on a suffisamment insisté sur ces renouvelables? Est-ce que la transition énergétique, elle est bien réelle sur l'Union européenne? Oui, mais en même temps, on doit être réaliste et voir la réalité. Est-ce qu'on a aujourd'hui les sommes qui doivent être payées au nord, dans les pays du Nord, pour faire cette adaptation de nos économies? Bien sûr. Il y a des rapports qui existent et qui sont chiffrés. Le combat du développement des énergies renouvelables n'est pas contre le nucléaire, c'est bien évidemment contre les énergies fossiles, le pétrole et le gaz. J'étais récemment aux Émirats arabes unis où nous avons insisté, nous les parlementaires européens, pour que les Émirats arabes unis puissent développer fortement financièrement les énergies renouvelables. Je leur disais, le pétrole a été votre or noir au XXe siècle, les énergies renouvelables doivent être votre or vert pour ce XXIe siècle. Alors, Madame Boulet, je vous vois très sceptique, justement, en écoutant cette question. Je pense qu'il y a des technologies qui existent aujourd'hui et les énergies renouvelables ne sont pas compatibles avec le nucléaire. Elles doivent être le cœur du système énergétique européen aujourd'hui. Il y a des rapports très sérieux qui mettent ça en évidence, cette possibilité d'interconnecter les réseaux, de se baser sur ces énergies renouvelables, aussi avec une énergie renouvelable qui soit aux mains des citoyens, qui pourrait contribuer énormément, notamment à l'horizon 2050, qui pourrait prendre plus que la moitié de la production énergétique avec la transition énergétique, c'est bien, vous dites, mais attention au dumping des pays à l'extérieur, etc. Les rapports et l'imagination des chiffres, c'est plus facile que les économies. Non, parce qu'il y a déjà des entreprises qui investissent massivement là-dedans, monsieur. Non, mais regardez des pays, l'Arabie Saoudite, est-ce qu'ils étaient capables de diversifier leurs économies? Non. Regardez l'Algérie. Est-ce qu'ils étaient capables de diversifier leurs économies? Et ils disent cela depuis 20 ans. Donc c'est quand même des blocages quand il s'agit de la logique économique. C'est pour ça que... vous avez en plus, à l'Est, soulignons-le, si vous vous débarrassez du charbon, aussi la question de la dépendance au gaz russe, qui n'est pas minable. Et c'est là que la COP23 n'aborde pas les vrais sujets. On doit tout faire pour que le continent africain, qui est celui qui est la première victime de ces émissions de gaz à effet de serre, de ce réchauffement climatique, puisse être aidé dans la construction de ce nouveau paradigme économique. Et là, finalement, politiquement, on n'entend rien. Dans l'accord de Paris également. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat, vous le voyez, qui est encore très sensible. Et nous continuons sur une thématique très écolo, puisqu'il s'agit du glyphosate. Dans notre rubrique Contrefait, nous allons tirer le vrai du faux de cette question-là en compagnie de Frédéric Simon d'Euractiv.
l'UE est-elle vendue à Monsanto? C'est en tout cas ce qu'affirment bon nombre de médias européens, en s'appuyant notamment sur des études menées par les ONG environnementales sur le glyphosate, le fameux herbicide de Monsanto considéré comme un cancérigène probable par l'OMS. Or, la réalité est plus complexe. La Commission européenne et les États membres de l'UE se renvoient en effet mutuellement la balle sur la question de l'interdiction de ce pesticide, Bruxelles affirmant notamment que la responsabilité sur ces questions est partagée avec les 28. Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact. Comme le rappelle cet expert en droit européen, en l'absence d'une majorité claire des États membres sur l'interdiction ou la réautorisation du glyphosate, la Commission est entièrement habilitée à trancher seule. Seulement, Bruxelles choisit de ne pas le faire pour des raisons politiques. En renvoyant la balle aux États membres, elle évite ainsi d'ouvrir une boîte de Pandore qui remettrait en cause l'évaluation menée par les deux agences scientifiques européennes, l'EFSA et l'ECHA, dont le manque d'indépendance vis-à-vis des industriels a été mis en avant par les Monsanto Papers. Une réforme souhaitée par l'EFSA qui reconnaît volontiers que ses pouvoirs d'enquête pourraient être renforcés afin d'améliorer la légitimité de ses avis scientifiques. Mais elle souligne également qu'une telle réforme aurait un coût que l'UE n'est actuellement pas disposée à payer. Une seule étude peut en effet coûter plusieurs dizaines de millions d'euros et les substances à évaluer se dénombrent en centaines. Bon, voilà pour ce qui était du point sur l'autre dossier polémique, le glyphosate. Je vous réinviterai pour en parler la prochaine fois. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr en notre compagnie pour la seconde partie où nous recevons, comme toujours, notre grand invité.